Monsieur Vincent Duclerc, qui est historien, enseignant-chercheur, chargé de conférences à l'ENA de 2002 à 2005, Prague de 1999 à 2013 à l'École des hautes études en sciences sociales, membre statutaire depuis 2017 et directeur du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron. Il est le grand spécialiste en France sur la question des génocides. Monsieur Vincent Duclerc. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant en corde, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz. Alors, c'était juste une petite introduction, puisqu'ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Nous, on voudrait bien savoir pourquoi. Et nul n'éleva la voix, mais vous, un siècle après, vous avez élevé la voix. Vous avez fait partie de la commission internationale sur le génocide des Arméniens, nommée comme telle par le chef de l'État, et vous avez écrit quelques ouvrages, et notamment ce dernier ouvrage que vous avez écrit, à vrai dire, qui a été édité, qui est sorti, le jour où les Azéris sont entrés militairement en Artsakh, mais vous aviez commencé à l'écrire dès qu'il y a eu le blocus. Je vous laisse la parole, vous allez nous présenter vos travaux, et ensuite on parlera sur le sujet et on échangera. Merci beaucoup. Donc, je remercie d'abord Jean-Michel Simonian parce que c'est un grand organisateur. Il a travaillé tout l'été pour réaliser en fait cette soirée qui est très belle, hein, et puis le public est au rendez-vous. Je remercie aussi la municipalité d'Aix. Aix est une grande ville d'art, de culture, de littérature. Moi, il y a un instant, j'étais dans les archives Albert Camus à la bibliothèque Méjeanne. Et ça dit beaucoup parce qu'aujourd'hui, les Arméniens, en tout cas les Arméniens donc survivants du génocide, on va en parler, finalement, ont réussi à recréer une nation, ont créé une nation grâce à la culture, grâce à l'art, grâce à la musique. Ça, on l'a bien vu. Et c'est très important, et il faut le comprendre parce que les Arméniens ont besoin de nous, et du reste, nous sommes Arméniens, il faut vraiment y insister. Moi, je n'ai pas de relation directe avec les Arméniens, mais en tant qu'historien, on est amené à travailler sur le génocide des Arméniens, parce que le génocide des Arméniens, c'est la fin à un génocide, c'est la fin de la raison, la fin, de l'humanité. Les historiens doivent assumer ces immenses sujets. Moi, je suis venu au génocide des Arméniens parce qu'au départ, je travaillais sur l'affaire Dreyfus, et en fait, j'ai découvert que les Dreyfusards, dont Zola, un grand aixois, les Dreyfusards, avant de défendre le capitaine Dreyfus, ont défendu les Arméniens qui, entre 1894 et 1896, dans l'Empire ottoman, étaient victimes de grands massacres. Ça fait plus de 200 000 morts et des millions, des milliers, ensuite dizaines de milliers de
de blessés, de disparus, et c'est des grands massacres à caractère génocidaire, hein, ça a été étudié. Et en fait, ces grands massacres de 1894-96 ont été, ça a été une cause pour des intellectuels qui ensuite se retrouvent quelques mois, au fond, après, dans la défense du capitaine Dreyfus. Et donc des grands Français comme Georges Clemenceau, Jean Jaurès, Charles Péguy, eh bien, ont revendiqué ce combat pour les Arméniens et dans l'affaire Dreyfus. Hein, c'est très intéressant. Et quoi de plus français, d'une certaine manière, que l'affaire Dreyfus? Eh bien, l'affaire Dreyfus n'aurait pas existé, le J'accuse n'aurait pas existé, s'il n'y avait pas eu cet engagement des intellectuels français pour les Arméniens entre 1894 et 1896. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde bien, les Arméniens, ils sont au centre du monde, ils sont au centre de l'histoire du monde, et abandonner les Arméniens, comme actuellement c'est le cas, puisqu'au fond, la République d'Arménie, on va le voir, et on va voir effectivement ensuite des cartes, la République d'Arménie est en péril. Et ça veut dire que les Arméniens du Caucase peuvent disparaître, comme les Arméniens de l'Empire ottoman ont disparu. Et puis, il faut rappeler aussi que la diaspora, c'est-à-dire effectivement les Arméniens d'Aix, Marseille, de Dessine, sont aussi sous la menace, en particulier des réseaux nationalistes turcs qui, on a vu des exemples où les loups gris, hein, c'est un groupe fasciste turc, ont défilé comme ça dans les rues de Dessine. Donc voilà, il y a vraiment, si vous voulez, un peuple qui est en danger de mort et c'est pas effectivement exagéré que de dire cela. Et malheureusement, on est peu nombreux en fait à se mobiliser, même si, il faut le reconnaître, hein, la diplomatie française, le président de la République Emmanuel Macron, sont fortement engagés pour la défense des Arméniens et la République d'Arménie. Je le dis sans aucun lien avec le président de la République, mais parce que c'est effectivement ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Arménie est très isolée, hein, on va le voir sur les cartes, elle est très enclavée et elle n'a que peu de soutien, et la France quand même manifeste son soutien, et je crois qu'on peut s'en féliciter. Alors, tout ça pour vous dire que, au fond, moi, ma thèse, je vais y revenir dans un instant, mais c'est effectivement expliqué dans le petit livre mentionné par Jean-Michel, c'est que ce qui s'est passé donc au Haut-Karabakh, c'est le nom en fait soviétique, hein, de l'oblast du Haut-Karabakh. Les Arméniens, et ça c'est important de restituer les noms, parlent de l'Arsar. Hein. Donc c'est cette enclave arménienne qui est devenue une république autonome, hein, c'est pas rien, dans l'Azerbaïdjan. La situation de l'Arsar est extrêmement périlleuse aujourd'hui, et il faut en parler et voir aussi, et ça sera la fin de mon exposé, voir aussi quels sont les moyens. Parce que, notamment, il y a un grand politologue qui s'appelle Gaït Minassian, qui est journaliste au Monde, considère que les Arméniens subissent trop l'histoire. Il n'a pas tout à fait tort aussi, mais en même temps, quand vous avez une telle histoire si lourde et si terrible, il faut savoir agir. C'est difficile quand même de surmonter le poids de l'histoire. Mais on peut en fait aussi agir. Donc je voudrais montrer effectivement à la fin les éléments permettant d'agir. Alors, je vais peut-être, puisque en fait comme tout bon enseignant, j'ai préparé mon PowerPoint, et donc voilà, je soulignais simplement un peu mes travaux, et j'ai commencé justement sur le lien affaire Dreyfus, mobilisation pour la défense des Arméniens victimes des grands massacres hamidiens. Hamidien, c'est le nom du sultan Abdulhamid II, avec Gilles Pégou, qui aujourd'hui est président même de la Bibliothèque nationale de France. Et puis, alors voilà donc l'ouvrage, et surtout ce qui est derrière, c'est un numéro qui est paru cette année de l'hebdomadaire La Vie. Et là, vous avez une carte, et cette carte, on va la découvrir. Donc, moi, j'avais écrit effectivement une double page sur la généalogie. Donc, voici un peu les autres livres que j'ai publiés. J'ai notamment fait avec Raymond Kervokian, qui est un grand historien du génocide des Arméniens, un ouvrage avec également Hamid Bozarslan, hein, qui est un chercheur né en Turquie, parce que, encore une fois, il faut bien distinguer l'État turc négationniste qui a puissamment aidé l'Azerbaïdjan, à conquérir, à écraser, à épurer ethniquement l'Arsar, mais il faut distinguer l'État turc
l'État dominé par le despote Erdogan, eh bien, des Turcs, il y a beaucoup de démocrates turcs, et notamment des historiens turcs qui étudient le génocide des Arméniens. Donc vous voyez, c'est quand même très important de le souligner. Et Raymond Kervokian, je le précise quand même, il a été dans la commission de recherche sur les archives françaises relatives au génocide des Tutsis, puisque je l'ai présidé. Et en fait, vous savez qu'il y a eu des progrès très importants sur la reconnaissance des responsabilités accablantes de la France. Et Raymond Kervokian était dans la commission. Donc ça veut dire que le travail sur le génocide des Arméniens a permis directement d'avancer sur les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis qui n'auraient pas dû se réaliser. Alors voilà aussi, on va peut-être, excusez-moi si vous pouvez revenir, voilà. Ça c'est important parce que c'est l'image d'un sauvetage, c'est le seul sauvetage que la France a réalisé en 1915 pour sauver les 4000 Arméniens du Moussada. Ça a donné, pour ceux qui connaissent, mais vraiment je vous conseille de lire, c'est un très très grand livre, c'est le livre de Franz Werfel, ça s'appelle Les 40 jours du Moussada, c'est fantastique, c'est un livre aussi de combat, de résistance. Les 4000 Arméniens ont résisté, et en fait l'amiral qui commandait la flotte française, qui s'appelle d'Artige du Fournay, alors, bizarrement, je vais juste faire une anecdote, c'est le descendant d'Artige du Fournay, c'est en fait le meilleur ami de mon cousin qui aujourd'hui est en Arménie pour restaurer des églises pour l'œuvre d'Orient. Vous voyez, bon, comme quoi, pour paraphraser Michel Berger, qui disait « on a tous quelque chose de Ténétie, on a tous quelque chose des Arméniens, de l'Arménie ». Voilà. Donc, alors, je souhaitais aussi vous montrer des photos parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Raphaël Lemkin, c'est un juriste polonais d'origine juive qui va en fait concevoir le crime de génocide en étudiant l'extermination des Arméniens. Il le fait avant la Seconde Guerre mondiale, même si la Convention de 1948, qui est fondamentale, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, c'est fondamental. C'est le texte de base, c'est le texte qui permet effectivement de qualifier un génocide, eh bien, est venu aussi pour définir la Shoah, pour définir l'extermination des Juifs d'Europe. Voilà donc Lemkin. Lemkin, on le voit avec l'ambassadeur du Brésil, le jour même à Paris, parce que c'est à Paris que cette convention est signée, aux Nations Unies, parce que les Nations Unies tenaient leur assemblée générale à Paris, il n'y avait pas encore le grand building, effectivement le siège donc, de New York, et le voici, Raphaël Lemkin. Il y a une autre photo de lui, ensuite, voilà, plus jeune, parce qu'en 1933, Lemkin, vous voyez, il n'y a pas encore eu la Shoah, mais Lemkin travaille sur l'extermination des Arméniens, et il comprend que c'est quelque chose, effectivement, de total. Et voilà, effectivement, ce qu'il présente à Madrid. Mais prendre pas complètement, parce que le gouvernement polonais, sous pression des nazis, a refusé que Lemkin aille à Madrid pour cette conférence. Mais Lemkin introduit deux choses vraiment fondamentales. Le crime de barbarie. Donc on sent que Lemkin, voilà, il se rapproche quand même de la destruction, du crime de destruction, d'accord, barbarie, on le voit bien. Il n'a pas encore complètement forgé bien la notion de génocide, génos sidéré, c'est la racine grecque, le groupe, et puis sidéré, c'est l'assassinat. Mais non, si vous en pas, on va rester sur voilà. Merci beaucoup. Donc, ce crime de barbarie, dirigé contre un groupe national, religieux-racial. Vous voyez, le groupe doit disparaître. Et pour que le groupe disparaisse, et ça, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas seulement que le groupe disparaisse physiquement, qu'il n'y ait plus personne. Il faut arracher les traces de ce groupe, faire en sorte que ce groupe n'a jamais existé. Vous voyez, n'a jamais existé. Et du reste, c'est ce qui se passe largement en Turquie. C'est-à-dire que tout ce que les Arméniens ont apporté, je veux dire, à l'Empire ottoman est nié. Alors même que si on fait un travail, je veux dire, d'exactitude, les Arméniens ont beaucoup contribué au rayonnement de l'Empire ottoman. Il y a beaucoup d'architectes arméniens, par exemple. Bon, donc, pour faire un génocide, pour éliminer un groupe, il faut éliminer aussi toutes les traces, c'est-à-dire les cimetières, les lieux religieux, tout doit disparaître. Et on l'a vu aussi dans le génocide des Tutsis, où tout a disparu. Donc c'est quasiment, si vous voulez, excusez-moi, on va encore repasser sur là. C'est important, c'est le crime de vandalisme. Vous voyez, en fait, c'est au fond un génocide, c'est l'élimination physique et l'élimination, je dirais, métaphysique. Oui. Il ne reste plus rien. Et donc, il faut voir ce que les Arméniens ont subi depuis 1894, depuis ces grands massacres.
Alors on peut effectivement passer sur mon premier point, et donc j'ai 3 points, je vais être rapide, je vais tenir le temps de manière à laisser les 2 autres intervenants et aussi vos questions. Moi, ce que je voudrais effectivement, et je reprends le titre de mon livre là, que Jean-Michel Simonian a présenté, Un génocide sans fin, le monde qui s'éteint. Pourquoi le monde qui s'éteint ? Parce que les Arméniens sont porteurs, au fond, d'un savoir absolument terrible, mais que l'on doit connaître, puisque ce savoir s'est répété, c'est le savoir des génocides. Eh bien, voilà, au fond, les Arméniens, c'est une cause d'humanité. Malgré eux, je pense qu'ils auraient préféré ne pas être victimes d'un génocide, mais aujourd'hui, effectivement, il faut, je veux dire, les mettre au centre de la réflexion, c'est tout à fait essentiel. Et en fait, ce qui se passe, et donc, excusez-moi, je vais rapidement présenter, si vous voulez, l'Artsakh, c'est vraiment une terre ancestrale des Arméniens. Les Arméniens étaient très nombreux dans l'Arménie qu'on appelait orientale, je vais y revenir, et en fait, ils sont détruits, donc, et c'est très important, ils sont détruits, en fait, et Jean-Michel l'a rappelé, le 19 septembre 2023, j'ai écrit très récemment un article dans Le Monde que vous pouvez lire si ça vous intéresse sur justement ce premier anniversaire, entre guillemets, de l'écrasement de l'Artsakh. Et ça veut dire que les 120 000 habitants de l'Artsakh ont fui immédiatement après l'offensive donc azerbaïdjanaise ou azérie. Pourquoi ? Parce que pendant plusieurs mois, depuis décembre 2022, de décembre 2022 à septembre 2023, ils ont été affamés. Et qu'est-ce que ça veut dire, affamer ? Ça veut dire faire mourir de faim les gens. Et ça, moi, je l'ai qualifié comme acte de génocide. Et Lemkin reconnaissait que la volonté de détruire par la faim un groupe, eh bien oui, ça relève d'un acte de génocide. Alors effectivement, on peut se dire, mais au fond, les Azerbaïdjanais ne voulaient pas faire mourir de faim les Artsakhiens. C'est faux. Peut-être qu'ils ne voulaient pas. Mais quand vous employez un acte de génocide contre un groupe, eh bien, c'est votre intention qui compte. Ce n'est pas le résultat. Oui. Et donc, moi, effectivement, j'ai estimé qu'il y avait l'emploi d'un acte de génocide de la part, et ça, il faut bien être très clair là-dessus, de la part de l'Azerbaïdjan, allié de la Turquie. Azerbaïdjan et Turquie ont 2 caractéristiques. Premièrement, ce sont des États négationnistes qui nient le génocide des Arméniens de manière structurelle. Deuxièmement, ce sont 2 États, la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui sont nés en fait du projet pan-turquiste des jeunes Turcs qui ont commis le génocide de 1915. Et ça, on le voit très bien dans le dernier livre de Raymond Kervokian, qui s'appelle « Parachever un génocide ». Raymond Kervokian explique que la République de Turquie, la force que Mustafa Kemal va créer, on pensait que c'était complètement, vraiment la fin de l'Empire ottoman, qu'on tournait le dos aux grands massacres et au génocide. Et bien pas du tout. Le génocide a été parachevé entre 1919 et 1923, et le traité de Lausanne de 1923, sanctionne, au fond, cette disparition complète des Arméniens. Il y avait 2 100 000 Arméniens dans l'Empire ottoman, à leur apogée à la fin du 19e siècle, enfin, avant les grands massacres. Il n'y en a plus que quelques dizaines de milliers qui sont persécutés. Regardez, effectivement, notamment le journaliste arménien turc, Randig, il y a un très beau livre de Valérie Manteau, qui habite à Marseille, et qui a écrit Le Sillon sur Randig, je vous le conseille. Donc, la situation de... Alors, on va voir la carte. Et ça, cette carte, elle est vraiment intéressante. C'est une carte du génocide des Arméniens. C'est une carte qui a été faite justement par le hebdomadaire La Vie pour exposer la généalogie. En fait, je vais être très rapide, mais je vais faire un ou 2 commentaires. D'abord, à gauche, normalement, on ne dit pas à gauche, mais à l'est, vous voyez, vous repérez, si vous connaissez bien, le Caucase. Et au fond, là, on parle de l'Arménie orientale. L'Arménie orientale, c'est tout simplement les Arméniens qui étaient dans l'Empire russe, pour schématiser. Et puis, si vous allez à gauche, si vous allez vers l'ouest, vous avez effectivement l'Anatolie, c'est-à-dire l'Empire ottoman, et là, on est dans l'Arménie occidentale. L'Arménie occidentale, elle est détruite, exterminée par un génocide en 1915, entre 1915 et 1917, à l'instigation des jeunes Turcs unionistes qui ont décidé la disparition de cette grande minorité très
très loyal. Et en fait, si vous voulez, là, il y a les routes de la déportation. Il faut savoir que sur les routes de la déportation, vous avez des sortes de centres de mise à mort. Hein. La déportation a pour fin l'extermination. Et cette déportation, en théorie, vous voyez, elle est censée éloigner les Arméniens qui sont considérés à tort comme traîtres, les éloigner du front entre les Ottomans et les Turcs. Mais si vous voyez bien c'est que les Arméniens qui habitent en Gora, qui habitent au centre de l'Anatolie, ne sont pas du tout sur la ligne de front. Et donc, ce constat-là montre déjà qu'il y a une propagande, une fausse raison de la déportation. La déportation a pour but la destruction des Arméniens. Donc voilà, effectivement. Alors maintenant, on passe aux tentatives de réparation, parce que l'Empire ottoman perd la guerre, comme la Première Guerre mondiale. Donc, il y a les conférences de la paix à Versailles, avec plusieurs traités, le traité de Versailles que l'on connaît, et le traité de Sèvres pour l'Empire ottoman et ses nombreuses possessions, parce que l'Empire ottoman avait aussi des possessions, donc c'était une grande partie du monde arabe, avec également la Palestine, donc c'était très très important. Et puis, il y avait auparavant les possessions européennes. Et donc, en fait, le président américain Winston Churchill, qui a emmené les États-Unis dans la guerre en 1917, eh bien, Winston, décide de donner aux Arméniens un État, ce qui effectivement était légitime, parce qu'un État permet aussi à des populations persécutées de se protéger, vous comprenez ? Donc, cet État, en fait, il était à l'est de ce qui reste de l'Empire ottoman, et il se rapproche, en fait, de l'Arménie orientale, d'accord ? Donc ça, c'est une carte de l'époque, hein, la source est de Jean-Paul Burdi, et donc on peut passer à une carte supplémentaire, voilà. Et donc là, on voit le traité de Sèvres dessiné par la partie turque, avec, vous voyez, en jaune, effectivement, ce qui aurait été donc l'État arménien, et puis au sud, on a effectivement tout ce qui va revenir à la France et à l'Angleterre en termes de provinces arabes. Et puis, on va continuer, voilà, effectivement, l'adaptation de la carte en français. Donc, vous voyez, effectivement, c'est intéressant parce que l'État d'Arménie, c'était un État qui, en fait, couvrait une partie de l'Arménie occidentale, avec ce qui restait des Arméniens occidentaux, et puis une grande partie de l'Arménie orientale. Et en fait, l'Arménie orientale, elle avait accueilli beaucoup de rescapés quand même, du génocide venant de l'Empire ottoman. Et en fait, tout ça, ça va être annulé par le mouvement national, dit mouvement national d'Atatürk, qui rejette l'Empire ottoman, qui gagne au fond la guerre, une nouvelle guerre contre les Alliés entre 1919 et 1923, et le traité de Lausanne crée la Turquie moderne. Donc il n'y a plus les Arméniens sont totalement abandonnés, c'est ce qu'il faut vraiment souligner. Et en fond, qui s'en soucie ? Un peu la Société des Nations, hein, qui va leur accorder des passeports Nansen, et puis un petit peu les associations religieuses, et tout ce qui explique l'accueil, effectivement, mais un accueil difficile. Hein. Il ne faut pas croire que la France a ouvert les bras, aux victimes du génocide. Si la France a accueilli les survivants du génocide des Arméniens, c'était qu'on avait affaire à des main-d'œuvre bien qualifiées, parlant français, et qui n'allaient pas effectivement se rebeller puisqu'elles sortaient d'un enfer. Ouais, donc il faut quand même nuancer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense, une solidarité, enfin, on le souhaite, hein, des Français non arméniens à l'égard des Français arméniens, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Alors, il y a un parachèvement de la destruction de l'Artsakh, et là, je vais être encore plus rapide, puisque mon temps s'écoule, mais pour dire simplement que le crime de vandalisme qu'a relevé Raphaël Lemkin, hein, la destruction métaphysique d'un peuple, eh bien, se vérifie avec, et là, chaque jour, on a des nouvelles de ce que font les Azerbaïdjanais en Artsakh, c'est-à-dire, alors on rebaptise bien sûr les avenues, notamment avec les noms de génocidaires de l'Empire ottoman, on détruit les églises, on détruit les cimetières. Donc, si vous voulez, la trace
disparaît. Or, la trace, elle est très importante. Là, je m'appuie sur le philosophe Paul Ricoeur, parce que la trace, c'est la présence dans l'absence. C'est-à-dire qu'il y a une absence, mais s'il y a une trace, quelque chose demeure. Voyez. Et en fait, l'objectif des génocidaires, et moi je crois qu'on a là un projet génocidaire en Artsakh, c'est de faire disparaître, au fond, la présence dans l'absence. Il n'y a plus rien. C'est la négation complète. Et donc, c'est pour ça que ces actions qualifient encore davantage ce génocide long, qui est ma thèse, et que je développe dans différents travaux. Alors, pour terminer, moi je crois qu'il faut se dire que il faut agir, en fait. Il faut agir à la hauteur, en fait, des défis qui sont posés. Puisqu'il y a destruction des traces, eh bien, ces traces, il faut les conserver. Alors, par exemple, vous avez un livre très important de deux chercheurs, Igor Dorfman, Lazarev et Arutun Katchadourian, chez Brill en 2023. C'est paru vraiment, je veux dire, il y a quelques mois, qui recense tout, au fond, tout le patrimoine arménien, pas seulement donc en Artsakh, mais aussi au Nakhitchevan, parce que c'est une autre enclave qui a été aussi totalement détruite au niveau de la présence arménienne. Ils ont fait un travail remarquable. En fait, ce travail a été lancé au moment de la première défaite, donc en 2020, exactement en novembre 2020, c'est une première défaite avec une amputation, c'est-à-dire que l'Artsakh est à moitié occupé par les troupes azerbaïdjanaises. Et puis Charles Personnage, qui est un historien des chrétiens d'Orient, qui a un poste important, c'est un haut fonctionnaire, lui aussi a développé des travaux sur le patrimoine. Donc, si vous voulez documenter, je vais prendre un exemple important, ça va vraiment, je pense, bien vous éclairer. Lorsque le général de Gaulle est à Londres, il y a effectivement un certain nombre de Français libres et une revue qui s'appelle La France libre, qui est notamment dirigée par Raymond Aron. Dans cette revue, bizarrement, vous avez des cahiers de photographies de la France, vous voyez, de paysages français. Et en fait, c'est très intéressant parce que finalement, on résiste aussi pour conserver les paysages, pour conserver les choses qui, effectivement, sont spirituelles, sont immatérielles. Voyez. Et au fond, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que face à la destruction de la trace, eh bien, la trace, on la refait vivre à travers des livres. Et moi, effectivement, j'ai dit que carrément, pourquoi ne pas créer un musée mondial de l'Arménie, à Aix, à Marseille. Au fond, je veux dire, un musée, c'est extrêmement important. Un musée mondial de l'Arménie, c'est de faire vivre l'Arménie, quoi qu'il arrive. Alors, deux derniers la page points. Suivante, si vous voulez, on va plutôt en parler dans un échange. Oui, très bien. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste terminer sur peut-être 3 points, et ça sera ma conclusion. D'abord, je crois qu'il ne faut pas craindre de nommer, du reste c'est ce que nous recommandait Albert Camus, de nommer en particulier ceux qui commettent les crimes de génocide, ceux qui continuent un génocide sous 1915, et donc dire que l'Azerbaïdjan, que la Turquie mène effectivement un combat de nature génocidaire contre les Arméniens sous différentes formes, et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est vrai qu'il y a des menaces, que ce sont des dictatures, et que donc elles font pression, elles peuvent aussi poursuivre des gens devant les tribunaux, y compris les tribunaux français, mais effectivement, c'est un combat d'abord de nomination des responsables, c'est fondamental. En fait, la deuxième chose, et j'en viendrai à mon dernier point, la deuxième chose, c'est de renforcer le travail sur la connaissance du génocide des Arméniens. Et notamment, et ça c'est un point essentiel, c'est que souvent on a dit, oui, le génocide des Arméniens, c'est la version arménienne de l'histoire, c'est le lobby arménien qui explique qu'il y a un génocide. Ce génocide n'a jamais été reconnu en justice. Eh bien, c'est faux. En fait, le génocide des Arméniens a été reconnu en justice. Alors, pas sous les termes de génocide, puisque le terme de génocide n'existe que depuis 1946. Mais l'Empire ottoman, donc le gouvernement libéral de l'Empire ottoman, à la chute de l'Empire ottoman, fait des procès contre les criminels qui ont éliminé les Arméniens. Les Anglais lancent des instructions. Télirian, qui est un militant arménien qui assassine Talat Pacha, parce que Talat Pacha avait été condamné par contumace, le procès Télirian est très important aussi. Donc, et vous avez Lemkin qui pense une catégorie juridique à partir du génocide des Arméniens. Donc, vous avez un corpus, en fait, de décisions de justice, de droit, qui fait sens et qui installe le génocide des Arméniens
dans le droit. Et ce droit-là, il faut effectivement le protéger, comme par exemple la loi Guesso qui protège les arrêts de Nuremberg. Donc c'est notre travail à Raymond Aroutioun-Kevorkian et Thomas Hockman que de mener pour mars prochain, nous allons sortir un deuxième petit livre, Arménie 2, qui effectivement expliquera que le génocide des Arméniens a été reconnu par différentes justices et que donc il faut le protéger de manière universelle. C'est effectivement l'enjeu. Et donc terminer simplement par dire qu'aujourd'hui, vous voyez, et si vous suivez l'actualité, notamment sur le Caucase, on dit, ben voilà, au fond, le Caucase, il faut oublier le génocide, c'est des affaires de territoire, des affaires de puissance qui se font la guerre, il y a l'Iran, il y a la Géorgie, il y a la Russie qui a abandonné, tout ça, c'est des affaires territoriales. Et donc, il faut effectivement faire des alliances et pas trop se fâcher avec la Russie, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire que voilà, il faut être un peu pragmatique. Mais il ne faut pas oublier l'éthique de vérité. L'éthique de vérité, c'est qu'effectivement, les Arméniens sont toujours les victimes du génocide débuté en 1915. Et ça, il faut le remettre effectivement dans la réflexion, parce que si on l'oublie, on ne comprend pas l'histoire. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir sur deux petits points avant de donner la parole à un monsieur qui est là. C'est que, effectivement, vous avez très bien souligné que ça a été reconnu en justice, et on en a parlé au téléphone à plusieurs reprises, puisque le procès des trois pachas, il a été en 1919. Télérian, lui, a assassiné en 15 mars 21, Talat Pacha, et n'a pas été condamné par le tribunal allemand. Il s'est rendu. Donc il y a aussi un tribunal allemand qui a reconnu que cet assassinat, finalement, c'était que l'exécution de la condamnation par le tribunal turc lui-même, ottoman. Et ensuite, l'autre, Pacha, qui est Enver Pacha, qui s'était enfui au Turkestan, puisqu'il a été également condamné par contumace, et il a été rattrapé par un commando, un bataillon de l'armée rouge, instruit par Trotsky, et le chef de ce commando s'appelait Agop Melkoumian, et il a ordonné de tuer Enver Pacha. Évidemment, il n'y a eu aucune suite à ça, puisque là aussi, c'était l'exécution de la condamnation. Donc, on a eu un tribunal allemand, on a eu un tribunal turc, et on a aussi l'État allemand qui, en 2015, et j'ai le texte ici, la déclaration du chef de l'État d'un côté, le vote au Bundestag de l'autre côté, et l'État allemand, et on en parlera tout à l'heure avec monsieur qui va nous rejoindre, l'État allemand a reconnu sa participation à travers ses militaires présents sur place pour l'organisation et l'exécution. Donc, à partir de cela, je ne sais pas pourquoi on cherche encore à ce que l'État turc reconnaisse quelque chose qu'il a déjà reconnu, puisque vous l'avez souligné, le mot génocide n'a pas été employé puisqu'il n'existait pas à l'époque. Mais en fait, il a reconnu que ces massacres par centaines de milliers, par millions des Arméniens avaient des coupables, c'était les dirigeants de l'État turc.